Madame, monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous renouveler comme vous le faites chaque matin. Votre confiance sur Equinox Télévision. Nous sommes le mardi 9 avril 2019. On va avoir une idée et une pensée ce matin pour les habitants de la cité des cadres à Edea qui ne savent plus où mettre de la tête et ils sont terrorisés, ils sont dépités, ils ne savent plus quoi faire parce que désormais ils sont menacés par des responsables de la ville sur place qui leur demandent chaque jour de l'argent pour leur occupation des maisons de la cité des cadres anciens Solucam à Edea. On va dire que pour l'instant, ni le préfet de la Sadaga maritime, ni le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine d'Edea ne sont au courant de cette situation. Ce sont des responsables qui passent le temps à demander de l'argent à ces habitants de la cité des cadres à Edea et on ne peut pas continuer comme ça. C'est un scandale. Nous sommes scandalisés ce matin par cela. On ne peut pas l'admettre alors que l'État avait bien dit à ces habitants-là qu'ils ne débourseront pas un seul franc CFA, un seul sou pour occuper ces maisons parce que à l'époque il y avait cette nécessité de ne pas laisser cette cité des cadres dans la brousse et de ne pas l'abandonner comme on l'a vu pour d'autres habitations au Cameroun. Donc voilà ce qui se passe. Des personnes qui pensent qu'elles peuvent passer outre la République pour venir estorquer de l'argent à des habitants. Donc on appelle ce matin le préfet de la Sadaga maritime à réagir, à sévir contre ces personnes-là qui agissent dans l'ombre pour évidemment créer des situations de tension à Edea, précisément à la cité des cadres anciens Solucam. On pense également ce matin, madame, monsieur, au Soudan où Omar El-Béchir est en train de vivre, pourquoi pas, ou peut-être ces derniers jours au pouvoir, puisque évidemment l'armée a pris fait et cause pour les manifestants. Depuis 3 jours, ces manifestants sont à la place donc devant le quartier général de l'armée soudanaise et ils sont protégés pour l'instant par l'armée soudanaise qui a décidé donc de soutenir ces manifestants. On verra si Omar El-Béchir résiste à cette autre manifestation dans son pays, à Khartoum. Ça bouge partout en Afrique, en Algérie, partout. On le voit très bien. Madame, monsieur, comme chaque matin, le plateau est complet. D'abord, vous, monsieur Mbachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier à monsieur Gaston Elondo Essomba, ministre de l'eau et de l'énergie. 4 enfants sont décédés dans la zone de Tokombéré. On attendait de vous une descente sur le terrain. On attendait de vous plus que cette lettre que vous avez commise pour dire que le chef de l'État a validé la construction de 3000 forages. On a déjà commencé. Dans les jours prochains, des forages vont être engagés dans la zone de Tokombéré. Non, on est fatigué de ces promesses. Les populations sont fatiguées de ces promesses. On a besoin des actions concrètes. Arrêtez de nous faire vivre des promesses. Ça ne coule pas à Douala, ça ne coule pas en Banga, ça ne coule pas en Djombe. Écrivez des lettres, elles feront des forages à votre place. D'ailleurs qu'il y a un communiqué qui circule abondamment dans nos smartphones depuis quelques jours suite au décès de ces 4 enfants à l'extrême nord du Cameroun. Donc un communiqué signé de Gaston Elondo Essomba et beaucoup estiment que c'est de la récupération politique puisque il a oui, de la récupération politique, c'est le terme que j'ai choisi, Charlamel, je vous en prie. Et donc lorsqu'il relance la construction des forages à l'extrême nord, ça nous rappelle quelque chose. Lors de la présidentielle dernière, on avait dit que le projet des 3000 forages à l'extrême nord avait été réalisé, mais il a fallu quelques mois plus tard pour qu'on se rende compte que ces forages-là n'ont jamais été réalisés. Donc c'est l'occasion aussi d'avoir une pensée pour ces populations de l'extrême nord qui ont de la peine à accéder à l'eau potable, de l'eau, juste de l'eau. L'eau, c'est la mort, comme a dit Mutation tout récemment. On voit très bien que là, c'est compliqué. L'eau n'est plus la vie, l'eau c'est la mort au Cameroun. On est bien obligé de conclure cela. Alors Chalamel, vous, on vous retrouve à 10h30. Il faut dire que vous avez une chronique quotidienne qu'on appelle la colère de Chalamel, bien nommée, bien intitulée.
pour tout à l'heure, mesdames, messieurs, au cœur du 10-12, le Zénith. Également sur le plateau ce matin, permettez-moi également d'introduire Florazé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos millions de téléspectateurs, vous l'avez si bien dit. On n'a pas fini de pleurer le petit lycéen du lycée bilingue de Deido, qu'on est encore en train de pleurer d'autres morts. Sur l'axe Kribi-Edéa, encore plusieurs morts enregistrés, c'est terrible. Et même en début de matinée, encore à Yaoundé aussi, à Simalène, pratiquement dans la même journée, on a encore enregistré un autre accident. Mais de ce côté, on n'a pas eu de perte en vie humaine. Que se passe-t-il sur la toile? C'est encore terrible. Il faut pousser, des personnes ne se sont pas retenues, ont même diffusé des images terribles, des morts, des cadavres sur la toile. Ça encore, on s'en offusque et c'est plutôt terrible. On en parle dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. On parlera également de décentralisation et d'autres éléments en complément pour faire le tour de la revue des réseaux sociaux. Alors, ce qui est intéressant de dire, c'est que M. Bachoucha Lamel, hier, nous faisions une chronique avec vous sur la prévention routière. On s'est interrogé sur à quoi ça sert et dans le même temps, nous recevions des images sur nos smartphones de cet accident de l'agence Transcam sur la route de Kribi, mais également cet accident à Ansam, au carrefour Sam. Donc, on voit très bien que là encore, les questions de prévention routière, donc de visite technique, posent un réel problème et de contrôle technique pose un réel problème. On se pose également ces questions par rapport à ces chauffeurs ou bien chauffards qui prennent parfois la route très fatigués ou même souvent ont des problèmes de vue. Donc c'est toutes ces questions-là qui vont être évidemment redébattues tout à l'heure sur ce plateau, comme vous l'a dit Florazé, dans le cadre de sa rubrique, la revue des réseaux sociaux, dans les médias sociaux. On va également dire bonjour ce matin, madame, monsieur, à Bombok Bengan. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. J'ai dit un bonjour particulier au professeur Aimé Boni, il est médecin cardiologue, enseignant à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Douala. Il a adressé une lettre ouverte à son ministre de tutelle en posant le diagnostic de l'hôpital. Il a dit par exemple, pour sa spécialité, deux choses fondamentales. Le Cameroun ne forme pas de spécialités d'autres pays. Il trouve cela ahurissant. Alors que les 80% des spécialistes, des médecins spécialistes camerounais sont formés au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Deuxième chose qu'il a dit, dans sa spécialité de cardiologie, les hôpitaux n'ont que l'électrocardiogramme comme seul outil diagnostique. Il y a dans une spécialité qui en a besoin au moins de 6. Ils n'ont qu'un seul outil, l'électrocardiogramme. Ils trouvent cela ahurissant et demandent au ministre qu'il ne souhaite pas qu'il soit parmi les ministres qui ont trouvé de l'argent à la maison alors que les hôpitaux n'ont rien. Merci, professeur de l'avant. Au moins, vous avez commencé à nous poser le bon diagnostic. Peut-être que le ministère de la Santé publique va faire une bonne prescription pour soigner l'hôpital quand même et par ricochet les citoyens de ce pays. En tout cas, ce qui est intéressant de dire, c'est que le ministre Manaouda Malachi a prouvé jusqu'ici sa capacité à écouter, à être à l'écoute des propositions. D'ailleurs, il est très à l'écoute et on ose croire que toutes ces propositions seront, dans les semaines à venir, prises en compte pour un meilleur système de santé pour ce pays, pour ce Cameroun, madame, messieurs. On va démarrer l'émission de ce matin avec la première articulation. Voici l'histoire du jour qui est donc racontée par Karine Santia. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs du 10-12 Le Zénith. Aujourd'hui, l'histoire du jour est une histoire de Jean-Louis qui se sent très insulté, qui regrette même parfois avoir obtenu la succession dans une famille, une fratrie de 3, c'est-à-dire 2 filles et un garçon. La première est une fille, elle a 40 ans, elle s'appelle Henriette. Le deuxième c'est lui, Jean-Louis, et la troisième c'est Josiane, elle a 24 ans. Alors Jean-Louis vit chez sa sœur depuis très longtemps et avant le décès de son papa, il vivait déjà avec sa grande sœur qui, elle, travaille et elle a une situation financière assez stable et assez intéressante aussi. Et Jean-Louis, lui, il fait des petits jobs qui ne rapportent pas beaucoup. Ils habitent ici à Douala, au quartier Lopom.
Et Jean-Louis a un problème très grave pour lui. Et récemment, il a sa petite sœur, Josiane, a été dotée. Donc, un mariage traditionnel qui a été organisé. Et c'est lui le successeur. Alors, Josiane, c'est la petite sœur, la dernière, la cadette. La cadette, d'accord. Oui. Ok, la Benjamin. Oui, la Benjamin. D'accord, ok. Elle a été dotée dans la famille. Et entre-temps, lui, puisqu'il ne fait pas grand-chose, le lendemain de la dot, il a demandé à avoir sa part de cadeau de la dot pour pouvoir rentrer, continuer ses occupations. Il ne s'intéresse pas à grand-chose. Et sa petite sœur qui se faisait doter l'a copieusement insulté, lui disant qu'il ne sert à rien, à quoi est-ce qu'il a contribué, à quoi est-ce qu'il sert. Depuis qu'il a même été choisi comme successeur, on ne voit pas son importance dans la famille. Il est encore là à demander la couette pour dormir, ainsi de suite. Et il se sentit très très humilié. Il a décidé de rentrer sans dire au revoir à personne. Et quand il est arrivé à Douala, il a décidé de continuer sa vie comme rien. Et sa petite sœur continue les préparatifs de son mariage sans informer son grand frère, le successeur, son papa, en fait, sans informer. Et elle arrive chez lui, chez sa grande sœur un jour, pour causer avec elle. Et puis, elle lui jette à son frère, à son papa, le billet d'invitation. Disons, voilà l'invitation, c'est dans 3 semaines. L'invitation, c'est pour la dot ou c'est pour le mariage civil. Pour le mariage, directement pour le mariage. Oui, le mariage civil. Et il m'a confié qu'il ne sait pas il ne sait pas à quoi ça lui sert de ne pas participer à l'organisation d'un mariage alors que c'est lui le père et assister comme invité. Il ne sait pas ce qu'il représente pour sa sœur. Il aimerait bien qu'on l'aide. Comment est-ce qu'il doit réagir? Est-ce que c'est parce qu'il vit chez sa grande sœur qu'il est autant humilié? Est-ce que c'est parce qu'il ne travaille pas? Est-ce que c'est parce que il est le seul garçon et qu'il n'a droit à rien, ou alors il devrait rentrer vivre dans la maison de son père? Il ne sait pas comment il doit vivre dans cette situation. Jean-Louis nous a confié qu'il aimerait bien avoir les conseils de Bombok et Charlamel et surtout de tous les téléspectateurs du 10-12 Le Zénith ce matin. Alors, bon, première question, pour qu'on comprenne très bien. Alors, la maison de son père se trouve où? À l'ouest. À l'ouest. Ah, d'accord. Donc, c'est un successeur qui a décidé de vivre en dehors de la case familiale. Il a décidé, comme on le voit régulièrement. Ok, d'accord. C'est intéressant. Alors, bon, madame, monsieur, on va donc évoquer ce sujet qui rentre dans l'air du temps, parce que je pose la question de savoir où se trouve la maison pour qu'on se comprenne très bien. Il y a beaucoup de personnes qui ont succédé à leur papa, surtout lorsqu'on parle de l'Ouest, et qui ont décidé de vivre à l'étranger parfois, et de vivre et de revenir de temps en temps au pays pour, comme on dit, allumer le feu sur la tombe réchauffer la maison du père, comme on dit parfois. Il y en a qui vivent à Douala et à Yaoundé et qui vont au village tous les week-ends pour assurer 2 ou 3 tâches. Donc il y a cette question qui se pose avec la succession, et parfois avec ces jeunes qui accèdent à la succession et qui parfois doivent renoncer à ce qu'ils font en ville pour s'installer au village. Donc premier élément qu'il faut prendre en compte. Et puis le comportement de cette Benjamin qui frise le mépris, parce qu'elle méprise clairement son père. Il faut dire que Jean-Louis, c'est son père, puisque Jean-Louis est le successeur. Donc il est là, pris comme le père, si on prend clairement la ligne traditionnelle. Alors, Florazé, la question, je vous la pose. Est-ce que, quand vous regardez l'histoire de ce matin, vous pensez qu'il y a quelque part dans le comportement de ce monsieur, quelque chose qui fait en sorte qu'il n'ait pas le respect de ses sœurs? Est-ce que c'est normal comme ça, même si le monsieur il est irresponsable? Est-ce que au nom de cela on doit mépriser celui qui reste la figure qui représente vos parents, hein? Peut-être pas, non, parce que il faut se respecter entre nous, entre êtres humains. Mais Jean-Louis est un feignant. Quand on est quand même, et justement j'ai eu le même tic dans ma tête comme vous savez que je me demandais, mais la maison familiale est où? Quand on est quand même successeur, on est homme parmi les femmes, battez-vous. Karine nous dit quand même dans l'histoire qu'il fait quelque chose, même si ça ne rapporte pas, mais il fait quand même quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait sous le toit de sa grande sœur? Sa sœur, je ne sais pas moi quoi. Non, quand même. On a affaire à un jeune qui est paresseux, à un jeune qui ne veut pas se responsabiliser. L'histoire ne nous dit même pas qu'il a une femme, des enfants. Et toi, attendez, ça veut dire qu'à ce moment, il salit même la mémoire de son père. Il faut faire très attention. C'est-à-dire que quand même, quand je ne sais pas comment ça se passe, mais quand vous êtes quand même un représentant de la famille, un successeur, ça dit tout. Vous avez toute la famille sur vos épaules. Et justement, votre comportement au sein de la société, au sein des membres de la famille, comme
honteux. Donc là, maintenant, la Benjamin, vous savez comment on est à un certain âge. Je ne sais pas si elle travaille, Karine, si, voilà, et elle veut se marier. Donc, du coup... Mais est-ce qu'un homme qui vient prendre une femme dans une famille et ne passe pas toutes les étapes prévues par la tradition peut se marier de manière avec la tête libre avec une femme? Mais là, dans l'histoire, il y a quand même tous les détails aussi. On ne sait pas si la dot avait déjà eu lieu avant. La dot, ça a eu lieu. Voilà, donc la dot a eu lieu. Donc, mais vous savez, il faut aussi, au-delà de la dot et de tous les éléments traditionnels qu'il faut respecter justement quand on parle de mariage, et je crois que la famille ou le monsieur qui va épouser la dame, le gendre, ou le futur beau-fils a respecté tout ça. Non, mais sauf qu'il y a, un élément... un chef de famille qu'on méprise. Oui, sauf qu'il y a un élément de base. Justement, pourquoi on en arrive là? Non, mais attendez, Jean, lui, aujourd'hui, pleure. Il vient pleurnicher devant Karine parce que ma petite soeur fait ci. Mais au départ, comment était-il? Non! Quand vous avez une telle responsabilité, tu n'es pas juste successeur, non! Papa a pris sur lui de te consacrer, la famille a pris de te consacrer comme étant garant de la famille, de tous les attributs que cela comporte. Mais monsieur, battez-vous pour ça. Travaillez. Qu'est-ce qu'il fait sous le toit de sa sœur ou quoi, je ne sais pas. C'est la question. Il travaille. Qu'est-ce qu'il fait? Je crois que si on avait eu un débat justement où les enfants qui restent encore là-dedans, j'avais voulu prendre la défense justement de ces jeunes le plus souvent qui n'ont pas d'emploi et tout, c'est souvent difficile. Maintenant, on m'a dit non, Flora, ils doivent se battre. Lui, qu'est-ce qu'il fait là en tant que successeur? Qu'il rentre par exemple au village. Si papa a construit au village, s'il y a des terres, qu'il aille au village, qu'il aille entretenir tout ça et construire ou alors parfait le patrimoine de papa. Donc on a fait justement un monsieur, un gaillard qui se fait encore entretenir par sa grande son aînée, par la petite sœur, d'où le mépris. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça, d'où le mépris. Donc il ne peut que s'en prendre à lui-même et se dire, ok, d'accord, j'ai fauté ici. Alors maintenant, je prends en fait. Il doit se rabaisser. Oui, se rabaisser, pourquoi pas lui? Et sur lui-même en fait. C'est-à-dire que voir ses erreurs, voir là où il a glissé, essayer d'arranger tout ça. Pour moi, le mariage et tout ça, c'est encore un détail. Il a péché avant qu'il essaye de se réconcilier avec lui-même. Alors, Chalabé, on est là en face d'une situation où un successeur n'a pas le respect de l'un des membres de sa famille. Vous dites quoi? Monsieur Eric Fopoussi, je dis que cette fille est maudite. Très maudite même. Et je prévois un mauvais mariage, une mauvaise fin pour elle. Elle va chercher à enfanter, elle ne pourra pas enfanter. Oh. Ça, je peux vous le dire, elle ne pourra pas enfanter. Oh, monsieur Eric Fopoussi, juste pour ça. Juste pour ça. D'accord, ok. Oh. Juste pour ça. Monsieur Eric Fopoussi, de nombreuses personnes vont au village enlever ce qu'on appelle les mauvais oignons. Le chop, on appelle ça le chop, les mauvais oignons. Vous savez ce que c'est? Vous savez comment ça se construit, monsieur Eric Fopoussi? Chaque fois que le père est à la maison, vous posez un acte, il fait comme ça. Il y a moins d'action, il tape le pied au sol. On interdit à l'homme, au père, de taper le pied au sol quand il est en colère. Ça se fabrique. Toutes les colères avec la maman, avec les enfants, chaque fois il plie le doigt. Ça se fabrique, monsieur Eric Fopoussi. Nous n'allons pas revenir sur ça. On va dire qu'il y a des gens qui passent tout le temps à le faire. C'est justement ce type de colère. Non, il faut leur dire de ne plus le faire. Non. Oui. Monsieur Eric Fopoussi, il y a 3 points. Le premier point, c'est le choix. Qui est le père? Est-ce que c'est quelqu'un qui va constamment au village? C'est quelqu'un qui est rattaché aux racines? C'est quelqu'un qui maîtrise? C'est quelqu'un qui sait ouvrir? On regarde, on analyse, monsieur Eric Fopoussi, pour choisir qui est le père, qui saura défendre les intérêts de la famille. Bon, ça c'est le peuple, je viens. Pour le cas d'espèce, c'est le seul garçon. Je vous en prie, permettez-moi. Que non, c'est le seul garçon. Pour le cas d'espèce. On choisit. Ok. On choisit. On a vu des parents, les pères, lorsqu'ils essayent, on a leur petit-fils ou à la fille. Oui. On étudie monsieur Eric Fopoussi. Lorsqu'on finit, on choisit. À ce moment, on ouvre les affaires, la cantine. On ouvre la chambre. C'est celui qu'on a choisi à qui on donne la clé. Qui va ouvrir la chambre de son père. Oh, mais lui vient de voilà. Hein. Monsieur Eric Fopoussi. Qu'il soit en Galamandouga, qu'il soit au Mont, je sais moment au cou, c'est lui qui ouvre la chambre de son père. Lorsqu'il ouvre la chambre de son père, il autorise le chef de la famille à entrer. On porte la cantine, on sort.
On ouvre la cantine ou la valise de son père. On enlève la chicha de son père. Chapeau. On enlève le gant de son père. On enlève la pipe ou la canne de son père. On sort une chaise à 3 pieds qu'on met dans la cour. Et on organise ce qu'on appelle la fête, une petite fête. On le fait asseoir. On lui porte la chicha de son père. On lui porte les habits de son père. On lui donne la canne. Et on l'appelle papa. La première personne qui l'appelle, qui reconnaît, c'est le chef de famille. Après le chef de famille, ce sont ses frères qui viennent lui faire allégeance. Et ce sont ses frères et ses sœurs. L'allégeance a ceci de particulier que vous dites devant tout le monde que je reconnais en celui-ci mon père. C'est vous qui venez accepter. Il n'y a pas de contestation. Vous dites je reconnais en lui mon père. Et vous arrivez, vous dites Baba, je le salue. Et c'est à ce moment qu'il prend l'onction de père. Il va aller passer d'autres rituels, des crânes, identifier les crânes, identifier, connaître l'histoire, savoir qu'ici c'est le crâne de ma grand-mère, de l'arrière-grand-mère, ici là il y a tel rituel, voici telle porte, ma place à la chefferie c'est telle place, ma place au sein de la grande famille, X c'est comme ça. On l'initie, c'est une autre initiation. Donc, monsieur les propos aussi, une fois que tout cela est accompli, vous n'avez plus le droit de tendre le doigt. Oubliez l'expression c'est mon petit frère. Oubliez l'expression c'est mon grand frère. Non, ça meurt dès que vous avez fait l'allégeance. Voici mon père. Ce n'est pas mon petit frère. Ce n'est pas mon grand frère. C'est mon père. Donc, il se présente devant vous. Voici mon père. Même si vous êtes vieux, son aîné de 45 ans, je ne sais pas quoi, lorsqu'il entre, c'est mon père. À défaut, vous allez vous rendre compte que la chefferie, on a des petits enfants. Comme chef, vous voyez des milliardaires qui arrivent venir faire allégeance. Ils le reconnaissent comme étant leur chef, leur père. Donc, monsieur, il faut qu'il y ait la faute à ce niveau, dans cette histoire. Voilà d'où elle porte sa première malédiction, partant sur la base de honore ton père et ta mère. Ah oui, il y a pérennité, monsieur, il faut possible. Donc, à ce niveau, elle a échoué lamentablement. D'un, on ne donne pas, ce n'est pas le jour de la dot qu'on vient avec les choses. Non. On établit la liste. Avant d'arrêter le jour de la dot, tu as le temps de passer, remettre la dot à tous, à venir faire. Ils sont à demander si ça, c'est les bambis de chèvre avec lesquels vous arrivez et l'enveloppe quand vous venez le dernier jour, mais tout le reste, non, les pannes et tout. On a vu les gens qui aiment venir avec pour montrer. Non, mais avec des pick-up là, on peut dans la cour. Ça ne se fait plus à cause des agressions. Ça ne se fait plus à cause des menaces. Non, je dis ça ne se fait plus. Non, je dis qu'on a vu le temps faire ça. Dans certaines zones, oui, sauf dans certaines zones, mais ça ne se fait plus. Pour ce qui est de l'Est, vous passez donner tout doucement, on l'évalue avant. Oui. Le jour où vous arrivez, c'est juste avec l'enveloppe et la mamie de chèvre. Cette mamie de chèvre est la plus importante. Mamie de chèvre, 14 parties, bien assaisonnées, bien pimentées, bien... Ah oui, monsieur. Ah oui. Parce qu'on peut goûter, et on estime qu'il y a trop de cerveau rentré avec cette mamie. On ne mange pas. Non, mais vous exagérez quand même un peu. Quand même, je vous dis, c'est faux aussi que on estime que ça, le piment, il n'y a pas assez de piment. Vous repartez avec. Ça devrait, oui, ça c'est une autre phase. Et vous allez refaire le... Vous repartez avec, on reprend le toujours. Ça c'est important. Donc, monsieur Eric Fopoussi, il faut donc dire que cette fille a fauté. Arrivé à lancer le billet, qui parlera au nom du Père? S'il n'a désigné aucune personne. Si une belle famille, je précise bien, je pèse mes mots. Si une belle famille, à un tel événement arrive, sans rencontrer le vis-à-vis qui est le père de la famille, ose s'asseoir et manger, elle rentrera avec des maux de ventre. Ils rentreront tous avec des maux de ventre, des diarrhées, des problèmes. Pardon? Non, il y a Florazé, non. Il y a le mariage maintenant. Oui, ou à la soirée, il y a tout le monde qui est assis. Non, mais tout le monde qui est assis. Tout le monde sera assis. D'autres a eu avec le chef de famille. Non, mais est-ce que la manière avec laquelle on leur a remis le billet l'encourage à aller à cette cérémonie? C'est ça la question. Il n'a pas été respecté, il a été méprisé. C'est ce que dit Charles Hamel et ce qu'il dit est tout à fait compréhensible. Parce que quand vous méprisez, comme vous l'avez fait, parce que ce qu'il dit, ce qu'il a expliqué, et c'est là toute la subtilité et tout ce que Charles Hamel a expliqué avant. Ça veut dire qu'une fille qui insulte, comme elle a fait son frère, non, je dis son frère, son frère, comme elle a fait, est en train d'insulter son père. Non, les querelles, on en a toujours dans les familles. Non, Charles Hamel battu. Je vous dis, Charles Hamel battu, on a toujours des querelles.
toujours des querelles en famille. On parlait pas si bien familial, l'amour les uns les autres. Lorsque vous allez à l'église, Voilà un bon exemple. le prêtre a ceci dit de même. À la fin du repas, il prit le pain, de brandit grâce, le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez à tous, car ceci est mon corps. Lorsque vous avez communion, on vous dit le corps du Christ. Qu'est-ce que vous dites? Amen. Okay. Qu'est-ce qui est devant vous? C'est le corps du Christ. Et même le corps du Christ. J'ai expliqué le zèle de cette fille. Vous venez de même au-delà de ça, ça ne justifie en rien que vous soyez parfait. Je ne le reconnais pas mon père. Je ne le reconnais pas comme étant mon père et je lui dois du respect. Point. Soumission et respect à mon père. J'ai envie de dire un truc. Florazé est revenu vraiment. Ça se voit que Florazé est revenu. Alors moi, ce que je veux vous dire, c'est que pour expliquer ce qu'explique Charles Hamel, c'est que même quand vous êtes devant le prêtre, si le prêtre est votre fils, vous l'appelez mon père. Mon père. Oui, je pense que c'est ce qu'on dit à l'église. Même si le prêtre est votre fils, vous dites mon père d'abord. C'est voilà. Alors bon, Bongo, qu'est-ce que vous relevez sur l'histoire de ce matin, dans l'histoire de ce matin? D'abord, deux choses essentielles. Le problème j'allais dire, de délitement de nos valeurs traditionnelles et morales, mais également la conséquence de cela, c'est, j'allais dire, un manque de repères que nous avons aujourd'hui. Charles Hamel a énuméré un certain nombre de choses, je ne reviens pas dessus, mais j'aimerais préciser une petite chose ici. Lorsque un couple avait d'abord des filles, qu'est-ce qui se passait dans l'autre? Il faut le reconnaître. Ça doit être la situation dans cette famille. Quand l'aîné des filles va en mariage, et que parmi, elle peut même faire des enfants qui sont les aînés de son propre petit frère. De son propre petit frère. Quel était le comportement d'une famille? Justement, si c'est un garçon unique, papa l'amenait, l'envoyait chez sa sœur aînée. Pourquoi on l'envoie chez sa sœur aînée? C'est pour que précisément sa sœur aînée, qu'il peut même appeler maman, et par l'écart d'âge, et commence à intégrer que c'est le futur papa. Voilà ce qui s'est passé. Et cet enfant, comme il est garçon unique, faisait le tour de ses sœurs régulièrement. Et on observait chaque fois comment ses sœurs, ses aînés notamment, l'entretenaient. Et quelquefois, votre papa vous disait, non, mais ne suis pas, bon, j'envoie là-bas. C'est comme ça que ça se faisait. En fait, c'était un calcul. C'est quand on vous dit qu'on prépare dans la succession. Nous, on ne connaissait pas vos choses de jugement d'hérédité qui va au tribunal. Donc, ici, cet enfant est chez une de ses sœurs. Il se bat comme il peut. Comme il peut, bon. Donc, maintenant où papa n'est pas là, on le désigne, il devient votre père. Et vous avez, comme Charles Hamel a dit, obéissance. Maintenant, dans l'autre pratique qui vient donner le culte, ça veut dire qu'en fait, la dot n'a pas véritablement eu lieu. Ça veut dire qu'il y a eu un clash pendant la dot. Et pendant ce clash, donc, on ne devait pas laisser partir ce garçon. Il fallait qu'il reste, qu'il trouve un consensus autour du problème. Mais comme sa sœur, elle dit qu'elle est la fille de McNamara, elle est je ne sais pas quoi. Bon, l'argent commande tout, elle peut. Je dis au garçon, mon fils, tu ne vas pas à la célébration de ce mariage. Tu n'y mets pas les pieds. Tu ne mets pas les pieds à ce mariage-là. Je laisse la sœur, elle reviendra. Et à ce moment, quand on revient, parce que justement, elle aura des problèmes d'accouchement, elle peut même accoucher, je le dis à Mondo Vision. Si elle accouche, elle peut même faire des successions des enfants mongoliens. Vous ne savez pas d'où ça vient. Donc, nous recevons ces cas tous les jours. Et quand vous dites aux enfants, voilà. Mais non, justement, il faudrait bien, lorsque un médecin a commencé, c'est par un médecin qui a posé le diagnostic de l'hôpital. Alors,
il faut bien qu'on améliore l'hôpital pour qu'on y aille. Nous voulons avoir une société où vous dites aujourd'hui, mais les choses ont changé, ont évolué, les choses n'ont pas évolué, les choses ont changé dans le mal. On est dans les déviances. Il faut préciser parce que Florazé a dit quelque chose tout à l'heure. Florazé, je vais vous dire, il y a des paquets de doutes que lorsqu'on vous donne, ça peut mettre 3 ans, hein, on ne touche pas. Hein. Ça peut mettre 3 ans, on vient vous donner, le père garde ça 3 ans. Lorsque vous faites le moindre problème, il dit que voici encore l'épargne que tu m'avais remis. Voici le vin que tu m'avais apporté. Il vous ressort ça, il faut le savoir. Donc ne pensez pas que quand vous venez donner à l'immédiat, on consomme, on va vous donner. Non, il faut savoir. Non, justement. Ça doit être fait pour garder, pour être gardé. Oui, parce que Flora, nous avons la possibilité de savoir si un mariage va réussir ou pas. Oh, mais bon, vous avez gardé le conseil dans la rue pendant combien d'années? Lorsque cette fille vient dire, papa, vous dites comme ça, son papa ne vit plus, dit, maman, vraiment, si je ne me marie pas avec ces garçons, bêta, je meurs. Elle dit, mais c'est pas un mariage, ma fille. Ce mariage ne va pas faire ne va pas durer 2 jours. À ce moment, comme tu veux, oui. Vous pouvez donner, bon, elle-même garde là. Tu as dit, notre fille, il ne faut pas, puisque nous, on a des richesses que d'hommes, on ne peut pas accepter que d'autres filles aillent se suicider, mais on sait qu'ils viendront encore bientôt pour le divorce. On les remet. Donc, pendant combien d'années? Non. Quand la fille vient, c'est quoi ce mot qui sait que ça ne met pas, il n'y a pas de mariage là. Quand elle vient, il y a comme des chefs de famille qui demandent à la jeune fille, est-ce que c'est lui, tu veux boire? Boire. Non. Quand tu as là, c'est quand c'est dur. Mais l'expression que restons dans le cas de l'histoire. Elle dit, on est en train de parler de l'enfant est rentré parce que la dot a. Ça veut dire que le processus n'a pas été bien achevé. Jusqu'au bout. N'est pas allé jusqu'au bout. Ça s'est arrêté à quel niveau, on ne sait pas. Mais ça veut dire qu'en fait, c'est encore un mariage qui est sur les épines. D'accord, très bien. Donc, quitte à cette fille... si le successeur est encore jeune, peut-être qu'il ne maîtrise pas aussi. Jeune ou pas, il y a des successeurs qui appelaient même leur sœur aînée maman. Maman. Parce que leurs propres enfants étaient leurs aînés. Ils se faisaient encadrer, Bombok. Mais oui. Ouais, justement. Mais pas dans quel sens? Oui, justement. Charles, je dis que justement, à un moment donné, quand on est ado à un certain âge, on ne maîtrise pas encore l'ampleur de ce qu'on porte, comment... Oui, mais 30 ans, oui, on ne maîtrise pas encore la portée traditionnelle de ce qu'on a. Donc, il faut se faire encadrer. Mais c'est le cas de Jean-Louis. À la fin, je dis que c'est un irresponsable. Apparemment, il ne comprend pas ce qu'il a. Florazé, lorsque vous allez à une cérémonie de dot, vous allez vous rendre compte qu'en termes de rangée, si c'est des chaises, c'est 3 chaises qui sont positionnées devant. 3 chaises bien alignées. Il y a le grand-père, il y a le père, et il y a le... Attention, ce n'est pas au hasard qu'on met ces chaises. Derrière, vous avez 4 à 5 rangées, mais au devant, c'est 3 rangées de 2 camps qui se font face à face. Donc, il faut savoir que le père à l'immédiat ne prend pas parole. Le père à l'immédiat ne prend pas parole. Voilà. Donc, maintenant, quand vous dites... Non, j'ai dit qu'il se fait. D'accord, très bien. On va prendre également le point de vue de Karine Santia. Par rapport à l'histoire ce matin, moi je me dis qu'on n'officialise pas des relations dans les déchets. On ne peut pas aller se marier ou officialiser quelque chose lorsqu'on a laissé derrière nous des déchets qui traînent. Ça ne se fait pas. Et qu'on soit africain ou pas, je ne pense pas que cette fille devrait s'entêter à aller se marier dans ce genre de conditions. Maintenant, et que le garçon ait demandé qu'on donne sa part de cadeau de la dot, je ne trouve pas, à un moment, moi j'ai jamais assisté à une dot où la fille a dit sur les cadeaux de la dot. Moi, j'ai jamais vu. Et c'est ce qui s'est passé. Il a été copieusement insulté. C'est pas des cadeaux, c'est la répartition de la dot. De la dot. Donc, on peut dire les parts de la dot. Mais la fille, elle a copieusement insulté son papa parce qu'il a dit, il faut qu'on donne sa part. Et il s'en va. Et je pense que, généralement, même la personne qu'on dote n'est même plus là au moment où on fait ce partage-là. Selon ce que j'ai vécu. Mais elle était là. Et elle en a profité pour insulter copieusement son frère. Et c'est ça qui est à condamner. Parce que dans une famille, lorsqu'on a déjà un successeur, que ce soit ton cadet, le Benjamin de la famille ou bien le plus grand, je pense qu'il y a quand même une norme de respect à avoir. Même quand ce n'est pas le successeur, mais quand c'est ton grand frère, il y a quand même une certaine manière de parler lorsqu'il y a des gens. Insulter son grand frère et créer tout un conflit dans la maison de manière à ce que l'autre dise non, on n'a pas d'abord lui parler comme ça, elle a l'argent. Parce que dans ce genre de famille, vous allez voir qu'il y a 2 camps. Le camp qui la soutient parce qu'elle a de l'argent et le camp qui ne va pas la soutenir parce que non, elle ne va pas parler comme ça à son frère. Et dans tout ça, la grande sœur, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Donc, Karine Santia, il faut dire à tous ceux qui sont sous le coup de ces individus
de ces individus qui, parce qu'ils croient qu'ils ont l'argent, vont influencer la famille, que ce monsieur ne peut pas traverser la concession si vous ne lui avez pas donné l'autorisation. Voilà. On ne peut pas, même si vous avez quel problème, on ne peut pas toucher la terre de la concession si ce n'est le père qui le premier l'a donné. Il ne peut pas se laver dans une quelconque source de la concession si ce n'est le père qui le premier a pris et a frappé sur le visage. Donc je dis qu'il monte et qu'il descend, c'est à vous qui est détenteur de ce pouvoir traditionnel, de discipliner ces individus qui ont l'outrecuidance de croire que parce qu'ils ont de l'argent, ils vont manquer de respect à tout le monde. Alors moi, à Jean-Louis, ce que je voulais dire ce matin, c'est de ne pas assister à ce mariage-là, parce qu'il ne sera pas honoré, il sera plutôt insulté à nouveau. Tu ne peux pas aller au mariage de ta fille comme tu étais un simple invité, parce qu'on sait les places qu'occupent les parents lors du mariage de leurs enfants. Donc, moi, je te conseillerais de ne pas y aller. Et qu'au moment où elle se rendra compte que ce qu'elle a fait est une mauvaise situation, son mari devrait même déjà s'en rendre compte maintenant. Qu'est-ce que sa grande sœur a dit? Très bien. Elle ne parle pas beaucoup. Non, la grande sœur ne parle pas beaucoup. Voilà. Ça, je dis qu'il Merci infiniment. On va arrêter là. Comme hier, on va avoir des... Pour ceux qui nous envoient des messages sur le numéro de téléphone, désolé, le numéro n'est pas disponible ce matin. Madame, monsieur, on va prendre tout de suite la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question des missions inutiles, des dépenses de l'État et avantages des ministres, sans toutefois oublier le train de vie qui leur est désormais imposé. Comment comprendre qu'au moment où l'heure est à l'austérité et à la rigueur budgétaire, les institutions camerounaises mènent un train de vie princier? Comment imaginer que chaque année, un budget est alloué à la présidence de la République pour l'achat de matériel et mobilier de bureau, mais aussi l'acquisition et la rénovation des machines et matériels. Donc chaque année, on jette et on achète de nouveau. Tant pis pour les autres. En termes de frais de lubrifiant et carburant, la présidence de la République tient le haut du pavé avec de bons budgets, oui, des budgets qui tournent tout autour de 2 à 3 milliards de francs CFA, avec plus de 200 millions de frais de carburant réservés pour le secrétariat général. C'est bien, il faut dépenser. Ajoutons à cela la dépense en eau, électricité, gaz et haute énergie qui constituent l'un des principaux pôles de dépenses et qui à la fin nous donne une dépense d'environ 120 millions de francs CFA par jour. Oui, à la présidence, on prépare beaucoup. À la présidence, on utilise l'eau. Il faut préciser que la facture d'une année, je pense 2016-2017, les factures doivent atteindre le chiffre record de 2 milliards de francs CFA. Quel est le personnel, ou mieux, la présidence de la République a un personnel estimé à combien? Point d'interrogation. S'il est un fait que le chef de l'État camerounais touche le moins en termes de salaire, il n'en demeure pas moins que ses avantages avoisinent les centaines de millions de francs CFA. 131 000 francs de salaire par mois, frais de souveraineté, possibilité d'acheter le véhicule de fonction à un prix défiant toute concurrence et une commission de 10% sur les marchés publics. Oui. Voilà ce qu'il a. À côté des consommations de la présidence, nous avons les salaires et avantages de nos ministres. Au Cameroun, nos ministres sont rémunérés sur la base du décret du 27 juillet 2000, ainsi qu'il suit. Un ministre d'État de la République perçoit 257 981 francs CFA pour le traitement de base, 217 387 francs CFA d'indemnité de suggestion et 319 283 francs CFA d'indemnité pour les charges particulières. Calculé à la main, un ministre d'État touche aux alentours de 794 651 francs CFA. Un ministre, quant à lui, se retrouve avec un traitement de 679 297 francs. Ils vivent bien. Nos ministres, savez-vous que les présidents de conseils d'administration, administrateurs, directeurs généraux et directeurs généraux adjoints
des entreprises et établissements publics avaient pris l'outrecuidance, liberté d'effectuer des missions sans autorisation préalable des autorités de tutelle compétentes. Lorsqu'on a besoin d'un directeur, on essaye de contacter, il n'est pas là, il est en France. On a besoin d'un président du conseil d'administration, j'ai voulu dire PCA comme on les appelle, on apprend qu'il n'est pas là, il est allé en mission aux États-Unis, qu'il a envoyé, point d'interrogation, qui lui a donné l'autorisation, autre point d'interrogation. Savez-vous même que ces multiples missions engagées par ces personnes qui touchent déjà gros, la plus-value pour l'entreprise ou l'établissement public concerné n'était toujours pas établie. Ils voyageaient au compte de l'État, aux frais de l'État, pour soi-disant l'État, mais jamais on n'avait les résultats. Savez-vous que les dépenses inhérentes des déplacements des missions, de ces missions à l'étranger, ont une forte incidence sur le budget des entités publiques placées sous leur responsabilité, alors même que celles-ci sont dans la plupart des cas régulièrement confrontées à des tensions de trésorerie et éprouvent à assurer les missions de service public qui leur sont confiées. Oui, ils voyagent tout le temps, ils puissent dans les caisses de l'entreprise qui elle-même poussent sur le poids des dettes pour aller se reposer, partir avec des amis. Comment comprendre que des missions sont organisées sans l'aval des ministres de tutelle, sans l'aval du Premier ministre, sans l'aval du chef de l'État, avec des délégations pléthoriques ou des gens allaient juste assister à un match du Barça, rappelons-nous. Les membres du gouvernement touchent ainsi des montants pouvant atteindre 200 000 francs CFA par jour en termes de missions officielles et non officielles. Ils sont à l'aise, sachant qu'ils partent parfois pour une semaine, 2 semaines, voire 1 mois à l'étranger. Mission à l'intérieur du territoire national. Le Premier ministre a 100 000 francs CFA par jour. C'est connu. Lorsqu'il sort par jour, il a 100 000 francs CFA. Les ministres d'État, ministres délégués assimilés, 75 000 francs CFA par jour. Secrétaire d'État assimilé pour une mission, si c'est une semaine, il a 60 000 francs CFA de frais de mission par jour. Mission à l'étranger, c'est divisé en 3 zones. Zone 1, Afrique, sauf l'Afrique du Sud et les pays d'Afrique du Nord. Pour ce type de mission dans la zone 1, le Premier ministre touche 175 000 francs CFA par jour. Ministre d'État, ministre délégué et assimilé, 150 000 francs CFA s'il se déplace pour aller en Guinée équatoriale, s'il se déplace pour aller dans un pays autre que l'Afrique du Sud et les pays du Nord. Secrétaire d'État assimilé, 130 000 francs CFA par jour. Zone 2, pour les missions toujours. République d'Afrique du Sud, pays d'Afrique du Nord, Moyen-Orient, Proche-Orient, Europe à l'exception de l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et les pays de l'ex-URSS. Premier ministre, 200 000 francs CFA par jour. Ministre d'État, ministre délégué assimilé, 180 000 francs CFA par jour. Secrétaire d'État assimilé, 160 000 francs CFA par jour. Zone 3, Amérique, Asie, Océanie, Pacifique, Allemagne, Autriche, Suisse, pays de l'ex-URSS, Premier ministre, 250 000 francs CFA de mission par jour. Ministre d'État, ministre délégué assimilé, 230 000 francs CFA par jour. Secrétaire d'État assimilé, 200 000 francs CFA par jour. Voilà comment ils vivent. Ils s'octroient des missions. Le chef de l'État, bagarre dans les délégations, bagarre dans les forums, les séminaires inutiles qu'ils ne rapportent rien. Ils sont dedans. 1 mois, 2 mois, calculez, vous allez vous rendre compte qu'ils vivent bien et très bien, nos ministres, derrière ces missions inutiles. Chalamel Batchou, vous êtes, on va dire, clinquant et tranchant ce matin encore parce que vous êtes allé nous sortir un document tiré du décret du 12 octobre 2000, un décret évidemment qui mentionne l'étendue financière de ces missions à l'étranger. Et on comprend pourquoi depuis quelques jours ça grince les dents à Yaoundé, parce que c'est beaucoup d'argent qui sont ainsi donc mis de côté pour ces gens-là qui se remplissaient plein les poches. Quand on voit les chiffres, hein, ça donne le tournis, 250 000, 230 000, 150 000, 175 000. On peut juste prendre le chiffre, hein, 250 000 par jour. Si on fait 1 mois à l'étranger, ça fait 30 jours à l'étranger fois 250 000. Donc on est clairement
clairement dans 2 500 fois 3, on est clairement dans près de 7 millions par mois. Rien que pour cette mission à l'étranger, rien que ça. Et pourtant, on est gracieusement payé, on a un salaire, les déplacements sont payés. Non, il faut dire les choses comme telles qu'elles sont. Hein. Le Cameroun, vous avez certains qui parlent 5-6 fois par an. Voilà, l'État du Cameroun dépense trop d'argent pour rien. Il faut dire les vérités comme elles sont. On dépense beaucoup trop d'argent pour rien. Nous sommes comme un enfant qui ne gagne pas assez d'argent, mais qui vit au-dessus, très largement au-dessus de ses moyens. On ne peut pas continuer comme ça. Et on se pose la question pourquoi le pays n'avance pas, pourquoi il y a toujours autant de pauvreté, pourquoi il y a autant de soucis dans la santé, pourquoi il y a autant de soucis dans l'éducation, pourquoi il y a autant de soucis partout au Cameroun. C'est parce que justement l'argent est là, mais la manière de dépenser cet argent-là pose problème parce que c'est quelques personnes, une poignée d'individus qui s'arrogent tous les privilèges et qui ne laissent aucune miette à nous autres les descendants, à nous autres les enfants de la plèbe qui n'avons droit à rien. Est-ce qu'on peut continuer comme ça dans un pays, dans une république? C'est pas possible, c'est pas acceptable de ne pas continuer comme ça, avec autant d'inégalités, avec autant de personnes qui ramassent la grande mise pour elles seules. Bon, Bengan, comment vous expliquez cela? D'abord, j'ai un problème de terminologie avec les gouvernants. Parfois, j'entends des termes du genre la rétribution des fruits de la croissance. À un moment, on vous dit, mais la croissance, oui, c'était un moment, mais il y a eu résilience. Donc, je ne comprends pas un certain nombre de choses. Bon, lorsqu'il y a donc, et un autre, on vous parle de l'excédent budgétaire. Mais ça veut dire que l'argent est resté quelque part. Mais c'est où alors? Donc, je constate donc ce que Charles Lamel a dit, que cet argent qui reste, on met ça de côté pour nourrir certaines personnes choisies. Donc je comprends donc ces termes maintenant. Et on peut les expliquer de quelle manière. Nous avons énoncé un petit truc dernièrement dans la loi de finances de l'exercice 79-80, non de l'exercice 80-81, qui était d'ailleurs une pratique un peu avant. On vous dit, les gestionnaires de budget, s'ils font tout pour que l'argent reste dans les caisses, même s'ils ne font rien dans leur feuille de route, ce qui était prescrit dans la feuille de route, ils auront 5 à 10% de l'argent qu'ils avaient à gérer. Vous comprendrez donc qu'on peut vous donner 1 milliard pour faire des routes. Vous vous arrangez à ne pas faire des routes. Et à la fin de l'exercice, vous dites, j'ai encore 800 millions. On dit, ah d'accord, prenez les 10% et vous partez. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Puisque je suis allé dans les années 80-81 pour essayer de questionner l'engagement pris par le chef de l'État actuel. Vous avez parlé de Bouteflika et autres. Et bon, ça passe ce que ça passe là-bas chez eux. Nous sommes dans la continuité du service public. Et dans la continuité du service public, le chef de l'État, sa première sortie officielle, comme dans une interview, c'était mardi le 18 janvier 1983. Il a dit, l'interview menée par Henri Bandelot, je cite, et barrait la une de Cameroun Tribune. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, nous sommes au cœur du 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision, édition de ce mardi 9 avril 2019, avec vous qui nous regardez. Et pour cette deuxième partie de l'émission, nous allons continuer à débriefer la colère de Charles Lamel de ce matin en évoquant quelques sujets
avant la coupure que nous avons eue indépendante de notre volonté. Alors, Bengal, vous expliquez d'ailleurs cette interview du président de la République accordée à Henri Bandelot qui barrait la une du Cameroun Tribune. Oui, c'était mardi le 18 janvier 1983. Oui. Avec un mot plein de signification. Je veux dire une phrase pleine de signification. Le titre à la une, c'était « La rigueur, l'intégrité, la moralisation ne sont pas de préoccupations nouvelles ». Fin de citation. Dans le texte, le président expliquait comment depuis le congrès dit de la maîtrise à Bafoussam de 80, il est dans la continuité de son illustre prédécesseur. C'est à ce moment-là, et même le discours d'Aïdjo de l'époque, le 12 février 1980, le discours avait duré 4h12 minutes, interrompu 70 fois par les applaudissements nourris. Il disait par exemple, pour les 5 prochaines années, la conduite du pays exige vigilance dans l'action quotidienne, rigueur dans le travail et moralisation dans les affaires. Des citations. Donc, on ne comprend donc pas pourquoi un homme rigoureux, qui est dans l'intégrité, qui est dans la moralisation, en soit aujourd'hui s'est retrouvé dans cette situation, au point où, si on prend seulement les 3 dernières années, 2017 par exemple, pour parler du budget de la présidence, parce que là-bas, là au moins, il y a une certaine lisibilité. Mais pourquoi il n'y a pas de lisibilité pour les départements ministériels? La lisibilité vient de ceci que, à la présidence de la République, pour 2017, le budget était, je pense, de 55 milliards 611 millions. Et pour éponger ce budget, il fallait dépenser par semaine 1 milliard 69 millions. Et vous remarquez qu'à la présidence de la République, tout le monde est presque fonctionnaire. Sauf peut-être les Roger Mila, Babdika, qui sont ambassadeurs itinérants, qui peuvent peut-être émarger dans le budget de la présidence de la République. Mais les autres, ils ne marchent pas dans le budget de la présidence de la République. C'est pour dire que Charles Hamel a raison, il y a l'argent. Pourquoi on ne distribue pas les fruits de la croissance? 2018, le budget était de 54 milliards 246 millions. Donc, pour éponger ce budget, il faut dépenser 1 milliard 43 millions par semaine. En 2019, le budget est de 59 milliards 846 millions. Pour éponger ce budget, il faut dépenser 1 milliard 150 millions par semaine. Ça veut dire qu'il y a l'argent à la présidence de la République. Et vous vous rendez donc compte que lorsque les gens se rendent compte, mais attends, à la présidence, comment ils ont l'argent? Nous, on se met donc dans une espèce, comme vous l'avez dit, à table où on se dit, bon, on distribue les presse. Et je termine par là. D'accord. Vous allez remarquer que depuis 1997, les services spécialisés de la BEAC, notre banque centrale de la CEMAC, fait état de ce qu'au Cameroun, les particuliers ont plus d'argent que les entreprises. Et parmi ces particuliers, les fonctionnaires. La plupart, c'est des fonctionnaires. Donc, d'où vient donc qu'un fonctionnaire de catégorie A2 peut se taper 2 Prado VX, alors que celui dans le privé, qui lui doit gagner plus, il ne peut pas acheter, il ne peut pas se permettre d'acheter avoir de telles commodités. D'accord. Alors, Karine, sur cette question. Oui, on a bien oublié de mentionner les cours et les moyens et long séjour privé de tous ceux qui nous gouvernent à l'étranger. Me taraude quand même l'esprit. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un budget aussi colossal lorsqu'on ne voit véritablement pas ce qu'on travaille? C'est-à-dire quoi? Un ministère qui n'arrive pas
à fonctionner? Comment est-ce qu'il éponge son budget? Comment est-ce que, par exemple, le ministère des Transports éponge son budget alors que jusqu'ici, on ne voit pas les travaux qui ont été effectués jusque-là, peut-être des décisions et des papiers, des communiqués et autres, mais on ne voit véritablement pas les travaux qui sont effectués. Et il y a aussi les autres bons de carburant, les dons en voiture qui ont été faits l'année dernière, juste après la présidentielle, qu'on voit bien que de toutes les manières, on fait quand même tout pour que le budget soit épuisé, même quand on sait qu'on n'a rien fait. D'accord. Alors, Charles, sur cette question de comment on le voit, et vous avez bien fait de nous ramener dans ce décret du 12 octobre 2000, décret présidentiel qui définit les différentes zones. On voit très bien qu'il y a des zones, hein, et on peut aussi voir que dans ces zones-là, il y a la zone, la première zone qui n'est pas très courue, hein, parce que bon, là-bas c'est pas, oui, la zone 1 n'est pas très courue. Vous ne verrez pas les gens aller, oui, la zone 2 et 3 à chaque fois. C'est là qu'il y a le gros pactole. Voilà. Monsieur Eric Fopoussi, oui. Chaque fois que le chef de l'État s'est déplacé pour des courts séjours privés, monsieur Eric Fopoussi, court, moyen et long, vous vous êtes toujours rendu compte qu'il y a des individus qui abandonnent les départements ministériels, soi-disant pour rejoindre le chef de l'État. Moi, je dirais que c'est entretenu et voulu par le système. Pourquoi, monsieur Eric Fopoussi? Vous avez des ministres qui rendent compte directement au chef de l'État et qui prennent des avis directement du chef de l'État et les instructions directement du chef de l'État sans passer par le Premier ministre. Alors, si quelqu'un te dit que j'ai reçu un coup de fil me demandant de me rendre urgemment pour tel type d'émission, vous allez lui faire quoi, monsieur Eric Fopoussi? Voilà comment fonctionne le système où le patron qui veut parler à Fopoussi passe par Bobo. Donne l'information par Bobo pour que ça arrive chez Fopoussi. Ou qui prescrit qu'il faudrait absolument suivre une procédure, mais lui-même est le premier à biaiser cette procédure. Voilà dans quoi on vit au Cameroun. Donc, laissez-les voler. Laissez-les aller en mission, monsieur Eric Fopoussi, vous ne pouvez rien. C'est le système qui le veut. Ça, là, c'est la poudre de perlimpinpin. C'est arrêté, c'est la poudre de perlimpinpin. Je vous le dis, monsieur. Donc, les gens vont continuer à voyager. Lorsque le chef de l'État était à Rome, lorsqu'il est parti en Italie pour quoi d'attractivité et tout, quand lui il a continué, vous croyez que les autres sont rentrés? Vous croyez que les autres sont rentrés? Ils sont restés en mission. Ils ont dit que bon, le chef de l'État a fini le boulot, mais il fallait que nous parlions maintenant véritablement. Nous restons signés des vrais, sérieux contrats avec les gars. Il y a certains ministres qui ont fait 10, 15, 20 jours, monsieur le proposé, supplémentaires. Ah oui! Sans oublier qu'il y a des missions avancées. Voilà, il y a des missions avancées. Allez voir le ministère de la Recherche scientifique, monsieur le proposé. Regardez la pléthore de missions qu'il y a là-bas. Seulement pour 2018, je vous cite un ministère. Ministère de la Recherche scientifique et tout ce que vous voulez, innovation, qui innove dans tout le Madeleine 20. Allez voir au ministère de l'Agriculture. Allez voir au ministère de la Santé. Allez voir au ministère de la Culture. Au ministère du Tourisme. En termes de séminaires, colloques, rendez-vous mondiaux sur le tourisme, l'écotourisme, le biotourisme et tout. Des voyages. Des voyages. Comme 21 nous a ramené quoi? Comme 21 nous a ramené quoi? Combien de ministres sont allés à COP 21? Combien sont allés à des séminaires préparatoires en vue de l'organisation? Seulement la Cannes. Voilà notre sentier. Seulement la Cannes, monsieur, il faut poser combien de voyages ont été organisés tout autour de la Cannes. La mission, vous appelez la commission bilinguisme, multiculturalisme. Ils ont fait combien de tours au Québec? Même en Suisse. Combien de missions, monsieur? C'est pas une mission d'une semaine. Hein. Pour aller étudier le système. Donc, ils sont d'abord allés étudier le système en Suisse. Comment le français et l'anglais se font. Ils ont dit que le niveau de la Suisse n'était pas bon. Ils sont allés au Canada, étudier, paramétrer, organiser, mettre les deux systèmes. Ils sont revenus, ils ont fait quoi? Pendant ce temps, l'agence du contribuable continue. C'est la mission, monsieur le C'est la mission, bien C'est sûr. la mission. Oui, tout à fait. Alors, Flora Zéoué. Non, c'est une question très importante. Et on a souvent dit sur ce plateau que pour parler sérieusement de la question du train de vie de nos administrateurs, en fait, de nos ministres, il faut déjà diminuer le nombre de ministres. Il y en a trop. Déjà. C'est-à-dire que réduire quand même ça. Est-ce que le président, celui... connaît ou maîtrise même le portefeuille justement de ces ministres?
Là, c'est une grande interrogation. Maintenant, la gestion publique est calamiteuse et il faut pousser. Qui gère le pays? Qui gère le trésor? Qui gère? Quand on parle de gestion, on parle d'argent. Qui gère l'argent du pays? Alors, ces chiffres sont alarmants. C'est-à-dire que ça pousse les Camerounais même à aller se suicider. Aller se suicider lorsqu'on sait les problèmes qui gangrènent notre société. Tout est en chantier. Et pourtant, on fait envoyer des chiffres, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards. Où va cet argent? Non, je crois qu'il faut mettre un tout petit peu de sérieux. Si on n'est pas, si on ne bagarre pas justement avec un individu, si c'est envers le système, ok, d'accord. Quand on se mobilise, donc alors pour... Je vous prends un cas simple. Je laisse même les ministres. Allons chez les députés. Les députés, en termes de salaire, tournent dans les 900 000 le mois, M. Eric Fopoussi. Ça, c'est sans compter les avantages. Hôtel particulier, chauffeur, gardien, véhicule, frais de représentation. Ça, c'est le premier point. À chaque session convoquée, l'Assemblée nationale donne 1,2 million de francs CFA à chaque député en guise de prime de session. Pendant tout son mandat, les députés encaissent 40 millions de francs CFA pour des micro-projets. Ça, c'est pas ça. Au début de chaque mandature, les 180 députés doivent percevoir des frais de mandat. Pour chaque député, il faut compter 10 millions de francs CFA. Hormis de tout cela, monsieur, il faut possible. Cet argent des élus locaux ont droit à un crédit automobile non remboursable qui est de 8 millions de francs CFA. Vous calculez tout ça, monsieur, il faut possible. C'est de l'argent qu'on jette. Ces députés servent à quoi à cette nation? En termes de véritable arrêté de projet de loi, ces députés servent à quoi? Voilà le cas de Blériot, du petit Blériot qu'on a vu. Voilà un cas patent. Voilà le cas de ces enfants qui sont morts. Vous avez vu un élu local se lever pour dire quoi? C'est des mangeurs tous. Laissez-les, ils mangent. Ils mangent, ils se remplissent la besace, ils sont tranquilles. C'est tout. D'accord. On va arrêter là pour votre colère ce matin, Charles Hamel. On va tout de suite rentrer dans la revue des réseaux sociaux avec comme actrice principale Flora Zé. C'est à vous. Oui, Eric Fopoussi, merci. 3 informations pour ce matin. Désolé, mais on va commencer par cette nouvelle triste. Déjà depuis la journée, enfin le début de matinée d'hier, 8 avril. Triste sort déjà pour plusieurs personnes qui ralliaient donc la vie, enfin Kribi, sur l'axe Kribi et Deya. On a donc enregistré cet accident terrible. Plusieurs personnes ont donc trouvé la mort dans un bus de transport de l'agence Transcam en provenance de Kribi. Ce bus de 30 places est donc entré en collision au carrefour Elok-Batindi. C'est un triste accident. Ça, c'est à 60 km de Kribi déjà. Sur la toile, forcément, vous avez eu les images. Vous avez eu des images de Transcam. Et puis, sur la toile également, on a eu quelques témoignages. Certains estiment que le chauffeur du bus Transcam voulait donc dévier un nid de poule. Et justement, a donc terminé sa course quelques mètres après. Et puis, vous savez, la suite. Voilà donc l'état du bus en question. Plusieurs morts. Et même également, ce qu'on a déployé sur la toile, c'est que certaines personnes n'ont pas gardé pour eux des images très tristes, horribles, hein, en diffusant comme ça sur la toile, sur Facebook, des morts, des cadavres. J'ai trouvé ça très, pas de bon. En tout cas, c'est la nouvelle triste déjà. Et il faut pousser pour dire que dans la même journée, à Yaoundé, Simalène également, le drame serait donc la conséquence d'une panne de frein sur un bus de Ensam, oui. Je peux citer l'agence de garantie, oui, bien sûr. Express, l'agence en question, du bus en question, celui-ci a dérapé et justement a causé d'importants dégâts. Là, on est à Yaoundé, on peut revenir maintenant sur les images. C'est plutôt un triste scénario, c'était une journée folle en tout cas, la journée du 8 avril. Beaucoup de courage aux familles attristées pour l'heure. Oui, là c'est les images de garantie Express. Voilà. À Yaoundé, au quartier Sam. Alors, cher Hamel, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que nous parlions hier de ce sujet. C'est comme si on avait eu un avis prémonitoire. C'est comme si nous avions rêvé avant que cette journée allait être catastrophique du point de vue de la sécurité routière. Et vous avez fait votre chronique sur les campagnes de prévention routière. Et là, lorsqu'on voit les premiers éléments, lorsqu'on observe à l'observation de ce qui s'est passé là, on se rend compte que ce qui s'est passé, on aurait pu l'éviter. D'ailleurs, j'ai un tout petit peu souri lorsque le ministre des Transports, monsieur Ngale Bibeyev, fait son communiqué par la suite et dit que les auteurs, les responsables de ces
accidents seront sévèrement sanctionnés. Donc là encore, on était dans l'ascension et on a dit, oh là là, ils n'ont rien compris. Nous parlions de prévention, de sensibilisation, mais on est clairement, comme chaque fois lorsqu'il y a un fait divers, on fait l'ascension et puis on passe à autre chose. C'est comme ça, ça ne finit jamais. Monsieur Eric Fopoussi, ceux qui ont dit que le chauffeur voulait éviter le nid, c'est le cadavre de la voiture ou bien c'est le nid de poule? Les témoins. Quel témoin? Témoignage, hein, ça vient de partout. Et on prend où est-ce qu'il met un nid de poule, on a en accélération? Où est-ce qu'il met un nid de poule, est-ce qu'on a en accélération? Maintenant, arrêtons, vous ne pouvez pas vouloir esquiver un nid de poule en étant ensemble en l'air, monsieur Eric Fopoussi. Quand même, si c'est un nid de poule, vous prenez la précaution de freiner pour pouvoir mieux savoir si un véhicule vient en face ou ne vient pas. Vous calculez tous ces différents paramètres avant de pouvoir le faire. Non. Je vais reprendre le cas du chauffeur de Garantie qui a dansé, c'était Garantie, qui a dit que quand on sort, les gens sont en train de s'énerver, dit que grand, le fer ne prévient pas. On peut dire que comme le frère, le fer le fer ne prévient pas. Non, lui-même, il sait ce qu'il... Non, il dit que le fer ne prévient pas. Donc, si le fer veut te lâcher, ça te lâche à temps et à compte de temps. Non, avec garantie, ça fait déjà 2 fois sur ce plateau. Garantie a un problème de contrôle technique et je pense que le ministre est en train de laisser passer ça. Souvenez-vous l'accident qu'il y a eu sur l'axe Yaoundé, Douala Yaoundé. Souvenez-vous, avec les roues lisses comme la tête de Mano Dibango. Souvenez-vous. Mais on a dit, mais ces gens roulent sur l'axe lourd avec ce type de roue. Comment ils réussissent à rouler sur l'axe lourd avec cette route? Aujourd'hui, on parle de freins qui auraient lâché. Donc, ça veut dire que cette agence a un véritable problème de contrôle technique. Il faut dire... faut pas avoir peur de dire les vérités. Monsieur Fopoussi, moi, je ne vais pas naviguer avec vous sur ces eaux. Je crois qu'il est temps que le peuple se lève et réclame véritablement les têtes du ministre des Travaux publics. Il faut que le ministre des Travaux publics rende gorge. Pourquoi? Monsieur Eric Fopoussi, partant de Douala pour Mbanga, je vous prends un axe simplement, Douala pour Mbanga, vous allez vous rendre compte qu'il y a 179 tours. Je les ai comptés. 179 tours. Je ne compte pas avec les péages. Lorsque vous traversez le péage de Mbanga, monsieur Eric Fopoussi, avant de rentrer dans la ville de Mbanga, vous avez littéralement au niveau de la jonction où il y a pratiquement trop d'accidents où des conteneurs couchent, des semi-remorques couchent des conteneurs tout le temps. Oh ben, vous avez des trous. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit conduire à tombeau ouvert? Monsieur Eric Fopoussi, arrêtez d'accuser les chauffeurs. Oui, ils sont responsables, mais que fait le gouvernement? Depuis combien de temps on se plaint pour l'aspect des péages? Vous avez vu le péage de Loé? Vous avez vu le péage de Mbanga? Vous avez vu le péage de Bamena, monsieur Eric Fopoussi? Je vous cite des péages. Vous avez vu Mbanga? Allez voir un axe de Mbanga. Ce que je vous dis, c'est que c'est un problème global. Non, monsieur Fopoussi, il est temps de disséquer. Oui. Il est temps de disséquer. Qu'un collectif se mette en place pour porter plainte aux travaux publics. Ils ne font rien, monsieur Eric Fopoussi. Ils ne font rien. Ça, il faut le dire. Premier point. Deuxième point, monsieur Eric Fopoussi. J'accuse les responsables des agences de voyage, les promoteurs des agences de voyage, qui, parce que c'est la période de fin de vacances, ça il faut le dire, mettent des primes de 5 000 francs. C'est une prime de 5 000 francs. Pour celui qui fait un voyage supplémentaire, il faut le dire. C'est 5 000 francs CFA. Si Flora vient, elle est dans le véhicule, si elle va repartir à l'immédiat parce qu'il y a des passagers, elle a une prime de 5 000 francs CFA si elle remonte. Ça fait 4, ça fait 5, ça fait 6 voyages à une journée. Humainement, est-ce qu'un individu peut supporter cela? C'est la complicité des responsables des agents du ministère des Transports. Dans toutes les agences de voyage, il devait y avoir des responsables du ministère des Transports qui devaient superviser, se rassurer qu'en termes de visite technique, en termes de contrôle, en termes d'état physique même, propre pour le voyage qu'il devait avoir. Que fait Galé Bibé? Rien. Donc je pense qu'à ce niveau, il faut rééquilibrer. Il faut rééquilibrer la donne, monsieur Eric Fopoussi. Ok, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous avez raison sur les transports. Sur les transports. Vous passez le temps, il n'est pas en chantier, Florazé. Il n'y a aucun chantier. Ça fait beaucoup d'accidents comme ça. C'est trop. Et il sort des communiqués. Je pense que celui qui le conseille, d'ailleurs, il faut quand même qu'on interroge ceux qui conseillent souvent ces ministres. Ils passent autant à faire des communiqués. C'est pas ça qu'on veut. Tout récemment encore, et je veux bien savoir, dans la liste
des agences qui ont été sanctionnées tout récemment. Est-ce que Transcam est à l'intérieur? Est-ce que Garantie est à l'intérieur? Donc, il faut bien voir que là, monsieur le ministre, il y a un véritable problème. Vos mesures ne marchent pas. Il faut se rendre à l'évidence que tout ce qui a été fait, sanctionné, ça ne marche pas. Oui, bon, Bengane, vous avez la parole. Non, je pense que nous avons parlé assez de la prévention routière. On a échoué. Je pense peut-être que le gouvernement ferait mieux de parler sereinement de la sécurité routière. Je pense que si on pose le problème de sécurité routière, on va mettre des modules qui vont intégrer tout ce qu'on énonce ici. Précisément parce que l'entrepreneur en chef lui-même, il ne peut pas prêter serment en vous disant priorité infrastructure routière et il ne vous donne pas les routes. Comme disait Charles Hamel, vous restez, vous observez. Il a donc prêté serment pourquoi? Il a prêté serment pourquoi? Pour ne pas faire ce pourquoi on l'a élu. C'est une grande interrogation. À ce moment-là, on va donc examiner ce qu'il a comme fait de route. Dans la sécurité routière, on va maintenant questionner ces agents de voyage pourvu qu'il reste 2 ou 3 qui sont conformes aux normes. Maintenant, peut-être que dans la conduite défensive, on conseille aux automobilistes, aux conducteurs d'adapter la vitesse à l'état de la route. Là aussi, bon, ça veut dire que la route n'existe pas, adapter la vitesse à l'état de la route. Et là, maintenant, on va enlever les radars de braquage, parce que ça, c'est un système de braquage où on procède par des embuscades. Ça ne peut pas donner. Donc, la sensibilisation commence par là. Les forces de maintien de l'ordre, police, gendarmerie, plus les agents du ministère des Transports. Et puisqu'on reprofile les routes, apparemment, parce qu'à aider à Kribi, c'est quand même malheureux. Que ce qui était prévu au départ, si le chef de l'État suivait lui-même ses projets, ce n'était pas ce qu'il y a là, c'était l'autoroute aidée à Kribi. Mais est-ce qu'on est dans l'autoroute aidée à Kribi? Nous sommes dans une piste, sur une piste cacaoyère, pratiquement. Donc, le terme n'est pas exagéré. Allons à la sécurité routière et posons un contenu que nous allons apprécier. Non, mais l'échec, on le voit, c'est non, pas non, tant. c'est la prévention qui a échoué. Désormais, on ne peut pas lésiner avec les mots. Alors, Karine. Moi, j'aimerais qu'on se fasse à l'idée que ceux qui nous gouvernent pour des résolutions qui arrivent après les problèmes. C'est-à-dire que on met sur pied un plan qu'on ne suit pas et on réagit lorsqu'il y a des conséquences. Et là, on a bien peur de pouvoir transformer les noms de certains ministres ou de certains ministères en nom des actions qu'ils n'ont pas réalisées. Par exemple, le ministère des Transports pourrait être nommé ministère des Accidents, le ministre de la Communication pourrait être nommé le ministre des Médias, le ministre des Travaux publics pourrait être le ministre des bouchons. Non, c'est un exemple, des nids de poules et autres, parce qu'on a bien envie de regarder. Et lorsque tout le monde arrive au Cameroun quand même, on a bien envie de croire que Edéa et Kribi sont quand même 2 villes historiques pour le Cameroun. Edéa d'abord, par rapport à sa capacité à l'époque du maquis de l'UPC, et ça pouvait être une ville touristique pour le Cameroun, mais ce n'est pas le cas, vraiment détrompez-vous. Et être lié à la ville de Kribi, c'est encore un très grand avantage, étant donné qu'on a de ce côté, je ne sais pas si c'est le pont en eau profonde ou bien le port port autonome de Kribi. On ne peut pas lier une ville qui est censée être une ville commerciale et touristique à une autre ville historique de cette manière par une piste. L'une est dans le sud, l'autre dans le littoral. Oui, je parle de la voie. Je parle juste de la voie. Vous allez faire signer un papier, vous quittez Kribi, vous traversez Yaoundé, vous allez à Bolo, on va faire signer, et après vous revenez à Kribi. Donc il faut faire la partie. Oui, je pense qu'on a pratiquement épuisé ce sujet, mais on va juste souhaiter nos condoléances aux familles des victimes de ces 2 drames sur nos routes. Ça continue parce que oui, vous avez encore un mot à placer. Le ministre des Transports s'intéresse à certaines choses, sauf au vrai. La majeure partie des différentes agences de voyage ont un souci avec les assurances. Parce que là, il y a eu l'accident au niveau de Komotou. Il y a de cela une semaine, je pense bien, de cela une semaine, il y a eu un grave accident au niveau de Komotou. Il y a eu un autre accident, toujours par une association, je crois que c'est Avenir, quelque chose d'une là, qui a eu à commettre un grave accident. Il y a des gens qui sont décédés, pratiquement 10 morts.
Ça, il faut préciser, monsieur Rick C'est Fo Poussi, vrai, on parle pas on ne parle pas de ça, mais nous sommes en train de dire condoléances. Il faut que le ministre se rassure. Parce que ça, c'est de leur responsabilité. Si les familles que les profitent des assurances. profitent au moins des assurances. Parce que ces gens qui sont décédés, ça c'est important. Si l'entreprise en question était en règle, parce qu'il y a... Non, il n'a pas ça. Non, mais si l'entreprise n'est pas règle, c'est encore plus grave. Si l'entreprise n'est pas règle, et qu'on laisse ces entreprises... Ces bus qui ne sont pas... Non, Je viens ne venez pas avec vos discours là. Non, il faut quand même... Non, attendez, c'est un peu comme prendre un OPEP. Non, la peine de c'est pas la même chose. Non, vous allez dire à un citoyen camerounais qui prend le papa d'un accident de réclamer une assurance quoi que ce soit. Florazé. Non, pourquoi vous ne faites pas ce genre de langage aussi? Dans un État, il y a un gouvernement qui doit travailler pour ses citoyens. Je suis d'accord avec vous. Ne demandez pas aux Camerounais de travailler pour le gouvernement. Non, Allez chercher ce n'est pas à un citoyen. Non, ce n'est pas à un citoyen d'aller à Transcam demander vos dossiers. Non, c'est pas leur boulot ça. Non, c'est pas leur boulot. Je viens à la suite de M. Fo Poussi qui a dit tout à l'heure dans ses propos, il espère que ni Transcam ni Garantie ne font partie de ces agences dont on a fermé la boucle. Donc ça suppose qu'elles sont en règle. Donc la mention assurance, tiens, pendant vous ne devez pas les justifier. Oui. Vous ne pouvez pas les justifier. Oui, moi je n'ai pas vu Transcam ni Garantie dans les listes, sauf si ça veut dire que ce sont des agences en règle. Mais je sais qu'ils ont été proclamés en règle. Voilà. Donc voilà. Ok, je pense que tout le monde va un peu se calmer parce qu'il s'agit quand même de la vie des Camerounais et que les Camerounais sont très inquiets lorsqu'ils prennent la route parce qu'on ne sait plus à quel sens se vouer avec un gouvernement qui au final implémente des actions mais qui échoue. Le constat est patent, donc ça échoue. Parce que, non mais vous riez, mais c'est grave. C'est grave que ce que ce chauffeur dit que le fer ne prévient pas. Il y a dans le pays du tiers monde qu'on peut voir ça. Parce que, mais comment se... Non mais c'est pas possible. Il y a quand même des contrôles techniques. Et c'est vous, Florazé. Et c'est vous d'ailleurs. Et ça, c'est ça qui me fait mal. C'est vous qui hier ici, lorsqu'on nous parlions, disiez que il faut qu'on contrôle la qualité des voitures qu'il y a au Cameroun. Ça veut dire que cette voiture qui est au Cameroun, cette voiture garantie de mauvaise qualité. Mais bien, je suis d'accord avec vous, il faut sanctionner. Voilà. Je suis d'accord avec vous, mais à un moment donné, j'essaie aussi, Charles, à mettre de partie les responsabilités. D'accord. Alors la deuxième information, on parle de décentralisation et cette somme de 5 milliards de francs CFA. Désormais, les collectivités territoriales décentralisées vont donc bénéficier de ce financement mensuel, je le rappelle, de 5 milliards de francs CFA, avec subtilité, il faut le rappeler, d'un dispositif de financement donc mis en place par le ministre des Finances qui va donc permettre maintenant de s'assurer du paiement régulier des centimes additionnels. Vous savez déjà depuis 3 mois en tout cas, ces sommes n'ont pas été versées à cause des dépenses supplémentaires et bien sûr à l'effort, on a essayé d'attribuer ça à l'effort de guerre, etc. et tout. Bon, on revient également pour expliquer le processus intégral même de ce nouveau dispositif de ce financement. Dans le dit financement, nous dit-on, est donc fondé sur un mécanisme de prélèvement automatique de 5 milliards de francs CFA tous les mois dans un compte qui serait logé à la Banque des États de l'Afrique centrale, ouvert dans le but de justement financer les collectivités et il faut pousser. Okay. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle aussi pour nos collectivités. Bon, bonne nouvelle certes, mais il faut bien, parce que dans ce Cameroun, souvenez-vous, nous sommes habitués à ce type d'annonce et après on va continuer à nous faire du dilatoire et finalement vous dire qu'il y a des choses à implémenter avant qu'on n'en arrive à faire une sorte d'application de cette mesure et on va tourner comme ça en rond et au final rien. Je peux juste vous dire que c'est une bonne option, mais il faut rappeler que ce n'est que tout récemment qu'on a payé donc certaines tranches de ces centimes additionnels communaux donc aux mairies. Et ensuite il y a la grande partie, parce qu'il y a une partie qui est celle de la communauté urbaine, parce que on verse parfois la communauté urbaine, la communauté urbaine doit verser 40% aux mairies. Il y a cette part-là qu'il faut aussi observer et voir comment ça se joue avec les délégués du gouvernement. À Douala, par exemple, si
On part sur la base des calculs et ça c'est Jean-Robert Wafo qui le dit sur le plateau d'Equinox Matin sur Radio Equinox, c'était vendredi dernier. Il expliquait qu'il y a donc cette loi de 2009 qui est claire en la matière sur la fiscalité locale et qui consacre justement quelques articles sur les centimes additionnels communaux et qui dit que sur la base de cette loi que la communauté urbaine de Douala reçoit par exemple 35 milliards de francs CFA au titre de ces centimes additionnels et que normalement 40% doit être reversé aux 6 communes d'arrondissement de Douala. Donc ça fait 40% de 35 milliards font 14 milliards de francs CFA. Si on les partage chacun donc à part égale, vous voyez que ces communes auront de l'argent, des milliards de francs CFA qui pourront permettre de pouvoir financer leurs projets locaux. Mais sauf que ce n'est pas encore le cas. Donc on va très bien observer comment tout cela se joue. Bon, au Bengan, cela semble être une victoire puisque d'ailleurs Monsieur Wafo le fait savoir, c'est son plaidoyer qui a mené à cette décision. Oui, absolument. Il a parlé dernier, mais bon, c'est lui qui a parlé en dernier. Mais je pense qu'il y a 2 collectivités territoriales décentralisées qui se sont marquées par un certain type de dénonciation pour mieux asseoir la décentralisation. Il y a effectivement la commune de Douala 2, mais également Yaoundé 6. Parce que ce ne sont que les 2 communes où les exécutifs communaux parlent, ou alors certains membres de leurs exécutifs communaux parlent régulièrement et dénoncent un certain type de comportement. Et là, vous voyez qu'ils sont plus proches des populations et ils essayent d'avoir les moyens légaux pour travailler, mais on le leur interdit. On le leur interdit pratiquement. Je ne sais pas, comprends pas pourquoi le gouvernement sait que depuis longtemps qu'existent les centimes additionnels, on ne les reverse pas directement dans les communes. On veut créer les communautés urbaines et qu'est-ce qui se passe au niveau des communautés urbaines où on bloque tout, on bloque. C'est justement ce système de rétribution dont on parle. On dit aux gestionnaires, bon, l'argent qui arrive là, tu ne donnes rien. Bon, tu nous rétrocèdes. Et en haut, on donne, je pense qu'il y a 12 communautés urbaines au Cameroun. 14. 14, voilà. 14 communautés urbaines et aucune représailles, aucune mesure de répression sur ces communautés urbaines-là. Et aujourd'hui, le ministre des Finances est en train de payer les 2 trimestres de 2018, pratiquement au 2e trimestre de 2019. À vous d'aller me dire que c'est là l'accélération de la décentralisation, je vous dirais. D'accord. Mais il faut dire que c'est une avancée. Mais il y a encore l'autre part. Je ne vois pas encore d'avancée. Oui, l'avancée, ce sera que on éponge d'abord, on épuise d'abord la réduction de 2018 et on entame le premier trimestre de 2019. Oui, mais ça c'est pour loger l'argent là-bas. Après, on va vous dire, non, c'est chaque municipalité qui devra produire tel document et on aura donc l'argent qui va rester dans les comptes de la BEAC. Oui, mais ça c'est la péréquation. Mais bon, donc, mais ce qui est intéressant quand même à observer, c'est que là, ça c'est la part du ministère des Finances, ça, qui va loger cela dans un compte BEAC, un compte de la BEAC. Maintenant, il y a la part que les communautés urbaines doivent reverser aux communes d'arrondissement. Là, c'est une autre question. Les elles vont refuser. Il faut traiter également cette question-là. Oui, que vont faire les communautés urbaines? Est-ce qu'elles vont continuer, comme elles le font depuis 2009, à retenir l'argent des communes d'arrondissement dans la part qui leur revient? De manière illégale. Oui. Le décret est d'application immédiate. Lorsque le président de la République signe un décret pour nommer les délégués de gouvernement, 24 heures ou 48 heures plus tard, on les installe. Comment on signe un autre décret pour dire aux mêmes communautés urbaines, donner de l'argent aux mairies? C'est un décret. Et ils retiennent cet argent depuis 2011, on ne reverse rien. Et vous allez dire que c'est quoi? Donc en fait, le gouvernement est complice de cette mafia. Alors, Chalabert, vous dites que c'est une petite avancée seulement et que ça ne changerait réellement pas grand-chose. Monsieur, il faut aussi mesures cosmétiques et effet d'annonce. Je m'arrête là. Oui, pour calmer les gens. C'est juste pour calmer. Il faut que l'argent arrive. Parce que Bob le dit si bien, depuis 2011, que cet argent est stocké, conservé, géré par des individus cagoulés, noirs, sur lesquels on ne peut mettre aucune identité. Absolument. Cet argent a été logé où? Ça a produit combien? Ça a été géré par qui? Et pourquoi? Il faut se poser ces questions. Premier point. Monsieur Eric Fopoussi,
Nous sommes à 16 mois d'aéré, si mes souvenirs sont exacts demain. Oui, depuis janvier 2018. Pourquoi ils ne sont pas payés? Vous pensez que la même célérité va être mise? Oh, les maires désormais seront payés pareil. Pour ce fonds qui sera dosé à la BA, tous les mois, ils vont recevoir 5 milliards. Monsieur Rico, il faut qu'on arrête un peu. Il y a un autre combat sur lequel on attendait la réaction de tout citer par rapport aux frais de place. Les places de gestion des marchés, le droit de place dans les marchés, jusqu'aujourd'hui, c'est encore silence. Non, arrêtons un peu ça, monsieur. Ils se sont rendus compte que la moutarde était en train de monter. Il fallait absolument apaiser rapidement les gens. On a sorti cet effet d'annonce. Et Dieu merci, ils sont en train de faire. C'est une victoire sur le papier. D'accord. Flores, on va terminer. Avec la troisième information, un peu triste aussi, mais comme Chalamel a si bien dit, hein, on gaspille un peu de l'argent, mais sur le terrain réellement on ne voit personne. Donc on revient sur la levée de corps justement de notre cher fils, petit frère et autres, bref, le tamanoir comme on l'appelait affectueusement, Tianou, qui avait donc perdu la vie. Et puis on ne peut pas revenir sur ce drame, mais justement sur l'absence même de l'autorité administrative. Il faut quand même relever que cette levée de corps justement s'est faite sans aucune, je vais dire, personnalité administrative qui pouvait également porter même les pleurs de cette famille. Donc c'est ce qui a quand même marqué les Camerounais. On a eu quand même au cœur de ce deuil, et il faut aussi des curieux, des camarades, des amis de la famille, des personnes même inconnues qui sont venues soutenir encore la famille endeuillée. D'accord. Mais on a eu tout simplement l'absence, comme à chaque fois, de nos administrateurs et de l'administration qui pouvaient également porter ce drame. Ok. Voilà, on va arrêter là pour cette revue des réseaux sociaux. Voilà, monsieur, place tout de suite à Constilamine qui est donc en plateau B. 10 jours de réduction spéciale des prix au magasin 1001 tapis. Constilamine, bonjour à vous. Hein. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les clients du concept Salaka. Vous l'aviez demandé, vous l'aviez réclamé, et à l'occasion de la nuit de l'ambiance BCBG qui aura lieu le 26 avril prochain à Douala, le concept Salaka a décidé d'offrir 10 jours de réduction spéciale des prix sans anesthésie au magasin 1001 tapis. Oui, nous sommes de retour dans un arrivage arrosé bien sûr de 10 jours de réduction. Vous allez le constater tout à l'heure sur le prix. Il faut déjà rappeler que le concept Salaka n'augmente pas les prix et fait une réduction. Non, nous maintenons les prix de la promotion et sur ces prix de promotion, nous faisons une réduction des prix, bien en question de permettre à nos clients pendant 10 jours d'acheter la qualité et rien que la qualité à petit prix. Livraison dans tout le Cameroun et dans certains pays africains pour ceux qui sont intéressés à travers le numéro de téléphone. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin avec votre robot mixeur que vous aviez longtemps demandé, vous l'aviez longtemps réclamé, donc de retour, vous l'avez à 11 500 francs. Le magnifique robot mixeur 2 balles, vous l'avez à 11 500 francs au lieu bien sûr de 12 000. Le prix de promotion est de 12 000 francs, mais vous l'avez pendant 10 jours à 11 500 francs. Il permet de faire les jus de fruits, d'écraser les condiments secs, d'écraser les condiments frais. Il est solide, il est neuf dans le carton avec garantie. Vous l'avez à 11 500 francs au magasin 1001 tapis. À côté bien sûr du robot mixeur 2 balles, vous avez ces magnifiques fers à vapeur. Oui, des fers à vapeur de qualité supérieure. Vous les retrouverez ailleurs à plus de 15 000 francs. Mais au magasin 1001 tapis, vous les avez à 8 500 francs pendant 10 jours de réduction. À côté bien sûr du fer à vapeur, on a le magnifique laptop Corps de Dio. Les examens approchent. Oui, ceux qui ont besoin de bien manipuler le laptop pour cette fin d'année scolaire, alors n'hésitez surtout pas d'acheter un laptop Corps de Dio. 80 Go de disque dur, 2 Go de RAM, lecteur et graveur DVD Wi-Fi à 62 500 francs. Un magnifique laptop avec garantie. À côté, bien sûr, on a des régulateurs de tension. Cet appareil qui permet de protéger vos appareils en cas de coupure de lumière. Cet appareil qui sécurise vos appareils, vous l'avez à partir de 15 000 francs
pendant 10 jours. Regardez comment l'ancien prix est barré. Regardez le nouveau prix de promotion. Vous allez comprendre que le concept Salaka ne dit que la vérité et rien que la vérité. À côté, bien sûr, du robot mixeur, du régulateur de tension, on a ces couvre-bouteilles, on a ce porte-cure-dent et ces 3 morceaux de savon à 4500 francs. Je rappelle également que ceux qui veulent acheter, rien que les couvre-bouteilles peuvent les acheter, rien que le porte-cure-dent peuvent également l'acheter. Mais l'ensemble de ces 3 articles, vous l'avez à 4500 francs au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. On a également des ordinateurs complets, corps de Dieu, que ce soit pour le bureau, que ce soit pour la maison, pour les écoles, pour les centres de formation, vous les avez à 42 500 francs. C'est un ordinateur complet, corps de Dieu, 80 Go de disque dur, une RAM de 2 Go, lecteur DVD, écran plat 17 pouces. Vous l'avez à 42 500 au magasin 1001 tapis, c'est à Douala à Aqua. On est également toujours dans la vente de ce matin des magnifiques woofers pour écouter la radio Equinox. Ça, la clé USB, la carte mémoire, la radio, vous l'avez à 24 000. Il est neuf dans le carton, que ce soit pour un cadeau de mariage, pour un cadeau de baptême. Voici un appareil de qualité supérieure pour danser pendant la fête de Pâques à 24 000 francs seulement. On a également toujours des robots mixeurs. Cette fois-ci, c'est un robot mixeur qui a 6 lames pour le bol à eau et 4 lames pour le bol à sec. Il est également un tamis qui permet de tamiser vos jus, c'est-à-dire vos fluides déjà écrasés. Vous l'avez à 19 000 francs au magasin 1001 tapis. Numéro de téléphone, vous les avez. Un laptop Core i5 pour les infographes, les ingénieurs, les cartographes, les dessinateurs, les mécaniciens. Vous l'avez à 120 000. Ce magnifique laptop Core i5 de marque HP au magasin 1001 tapis. Une imprimante neuve dans le carton, vous l'avez à 34 000. Elle scanne, elle photocopie, elle imprime, elle est de marque Canon. Vous l'avez à 34 000 francs avec tous les accessoires, cartouches de rechange, CD d'installation, cordon à 34 000 francs au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. La rallonge, vous l'avez bien entendu, les rallonges également, et voilà, n'oubliez surtout pas des bouloirs au magasin 1001 tapis. Tous ces articles-là à des prix vraiment dérisoires du côté bien sûr du magasin 1001 tapis pour le compte bien sûr de cette belle journée commerciale. Oui, laptop Core i5 est de retour à 120 000 francs, chers téléspectateurs. Les imprimantes à 34 000 et bien sûr la suite nous conduira rapidement. Je rappelle, il y a des bouloirs, des fers à vapeur, des régulateurs de tension, des rallonges à 4 500 francs, des bouloirs à 7 000, des bouloirs en inox, vous les avez à 7 000 francs, et bien entendu, sans oublier également des lustres au magasin 1001 tapis à partir de 25 000. Nous sommes situés à Aqua, en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Nous livrons dans tout le Cameroun. Commandez dès à présent. Ceux qui n'ont pas d'argent peuvent faire des réservations. Merci beaucoup. Merci Constilamine pour cette vente en télé. Madame, Monsieur, 10-12, le Zénith édition de ce mardi 9 avril 2019 se poursuit avec l'élément de l'interpellation de ce matin. On regarde et puis nous sommes de retour juste après pour les commentaires. Pour que le pays ici soit bien, on doit d'abord passer par l'éducation, selon moi. Parce qu'il n'est pas possible que certaines personnes passent par l'éducation et que l'éducation devient la branche la plus malheureuse dans notre pays. L'éducateur qui prend de la peine de nous apprendre à causer français, de nous apprendre à connaître ce que nous sommes devenus dans notre République. Et c'est inadmissible qu'on trouve un enseignant en train de louer un studio en carabote. Pourtant, un autre fonctionnaire de la même République est en train de vivre dans une duplex, dans un immeuble qui l'appartient. Pourtant, l'enseignant est encore là, en train de louer. Je ne trouve pas ça juste. Moi, mon problème, c'est qu'on voit encore le fondement depuis la base pour l'enseignement. C'est ce que moi, je peux décrire pour l'instant.
La justice sociale, hein, lorsqu'on écoute ce téléspectateur, ce Camerounais, ce compatriote qui donne son avis sur la bonne marche du Cameroun ou sur la marche du Cameroun, il trouve que c'est pas normal qu'on laisse l'éducation dans cette misère et que les enseignants ne soient pas rémunérés comme il le faut. En tout cas, on voit très bien que ceux qui sont de la même catégorie que les enseignants sont aujourd'hui, et même qui sont parfois plus bas qu'eux, sont aujourd'hui roulent sur de l'or, et pourtant les enseignants continue à misérer. Bon, Bengan, quel est votre commentaire? Mais justement, comment vous pouvez parler d'un inspecteur des douanes, des impôts et tout, qui eux, envoie les enfants au lycée, et le professeur lycée qui lui aussi en catégorie A2, il n'arrive pas à payer le taxi pour venir enseigner leurs enfants. Donc c'est quand même une incongruité. Lorsque à un moment on avait dit, il y a des échelons, des indices et tout, il faudrait que tout le monde ait les mêmes rétributions par rapport à ce qui a été convenu et arrêté dans ces conventions collectives, dans les statuts, même si c'est particulier de certains corps de métier. C'est inadmissible quand même. Parce qu'à un moment donné, on voyait des professeurs de lycée catégorie A2 qui avaient des voitures, qui achetaient du terrain, ils pouvaient construire une maison. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. On ne comprend pas pourquoi c'est là. En fait, qu'est-ce qu'une meilleure rémunération des enseignants pourrait apporter dans la qualité du système éducatif camerounais? Vous avez parlé tout à l'heure de justice sociale. Oui. Lorsque nous tous, nous sommes dans un environnement de justice sociale, il n'y a pas de privilège à ce moment, et nous savons que nous sommes tous, chacun a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle la classe moyenne. Oui. Donc ceux-là, ils savent que bon, nous sommes là, les médecins, les avocats, les enseignants, voilà, nous sommes là. Et ils savent que en dehors de ça, il y a des hommes d'affaires, donc des opérateurs économiques. Et s'ils traînent des milliards, ça ne peut faire du mal à personne. Mais il ne faut pas que même dans un lycée, il y en a qui sont plus favorisés que d'autres. Et dans un corps de métier, on favorise les uns que les autres. C'est pour cette raison qu'à un moment donné, dans ce pays, tout ce qui allait dans des grandes écoles allait d'abord faire une formation militaire. Quand vous êtes sous les drapeaux, on vous apprend un minimum de choses. Et quand vous revenez dans votre corps de métier, vous sortez de Polytech, de l'ENAM, de l'INJS ou de l'école normale supérieure, de l'école des travaux publics ou des postes de télécommunications. Donc vous êtes d'abord, vous appartenez à une nation et vous êtes content et heureux d'émerger selon vos indices et selon si vous pouvez faire d'autres activités, vous pouvez vous déployer. Mais dans ce pays, on a fait un clivage entre les riches et les pauvres. Très bien. Alors, Karine Sontia, est-ce que vous direz comme le compatriote que la question de la rémunération des enseignants a une incidence négative sur la qualité du système éducatif camerounais? Évidemment, mais le problème n'est pas juste au niveau de cette rémunération-là. Je pense que le problème est même dans la condition de vie normale d'un enseignant. Un enseignant n'est pas n'importe qui. C'est celui qui a formé jusqu'au président de la République. Tous sont passés par lui. Et je pense qu'il devrait avoir une place de choix dans toutes les sociétés. Et c'est vrai que cette question concernant l'enseignant n'est pas juste au Cameroun. Hein. Même ailleurs, il y a des problèmes pareils concernant les enseignants, c'est-à-dire mal rémunérés et tout. Mais je pense que ça devrait d'abord être un problème à la fois social et politique. Un enseignant devrait avoir un logement normal, décent, qui vient de l'État. C'est-à-dire que ces logements sociaux et autres qu'on en parle chaque jour, qui ne naissent pas et qu'on voit seulement des richissimes hommes d'affaires, des fils de ministres habités, achetés, et au final, on ne voit pas à quoi ça nous sert. C'est dans ces maisons-là qu'en principe, ces enseignants devraient vivre. Avoir un train de vie vraiment hygiénique, normal, permettant à chaque enseignant d'être épanoui pour pouvoir mieux dispenser les cours dont qu'il a pris connaissance. Oui. Et surtout qu'aujourd'hui au Cameroun, les enseignants qui sont formés sont des fils, petits-fils et neveux de nos ministres. C'est-à-dire qu'ils s'arrangent à ce que, même à l'heure de départ, chacun d'entre eux soit toujours des fonctionnaires. Et ça continue à faire du mal à l'enseignement au Cameroun. Oui. Au système éducatif camerounais, alors, Chalamel, je vous pose la question parce que je peux présager un tout petit peu votre point de vue sur la question. Un proviseur a rang de sous-directeur. Oui. Il va chercher dans les 400 000.
Le censeur va chercher dans les 300 000, monsieur Eric Fopoussi, un surveillant général dans les 227, 250 000, un enseignant sensiblement entre 180 200 000 francs en termes de salaire. Tournons de la façon de là, prenez le cas des journalistes. Non, un maître d'école primaire. Bon, voilà. Vous prenons, continuons. Là, si vous parlez, je suis d'accord, cela, posons bien le problème. Est-ce qu'il s'agit de l'enseignant du secondaire ou l'enseignement du primaire? L'enseignement en général. L'enseignant. Non, et tous. Oui, l'enseignant. Même au supérieur. Ils ont les mêmes problèmes. Monsieur Eric Fopoussi, j'ai fait ça sciemment. Moi, je vous comprends. Vous voulez comparer la situation des enseignants aux journalistes. Mais vous savez que les journalistes, c'est autre chose. Oui, allez-y. À tous les corps de métier. J'entends la voix de quelqu'un qui résonne en disant, si vous voulez être riche, ne soyez pas enseignant, encore moins journaliste. Vraiment. Mais monsieur Eric Fopoussi, quand vous choisissez un métier, c'est pour pouvoir vous épanouir, c'est pour réussir, avoir un épanouissement sur tous les plans. C'est-à-dire, vous aussi envoyez vos enfants dans de très bonnes écoles, vous aussi vous épanouir, prendre de très bonnes vacances, manger bien, vous soigner bien, être à l'aise, monsieur Eric Fopoussi. Quel que soit le domaine, si vous ne parvenez pas à l'atteindre, ça ne vaut pas la peine. On a vu pendant longtemps des Camerounais fuir le pays pour aller vendre des tomates au Gabon. On a vu ces jeunes femmes qui partaient vendre des tomates au Gabon après 2 années. Des enseignants qui, après avoir reçu les formations, partent ailleurs et enseignent. On a vu ces gars venir ici au Cameroun, se construire des maisons, mettre en location. Les gens ont dit, ah, donc ça vous pouvez payer. Vous avez vu cette immigration vers la côte de la Guinée équatoriale, le Tchad, la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ça, il faut le dire. Les gens vont parce qu'ils se disent, quelque part, ça soulage l'État du Cameroun de ne pas avoir des individus qui vont tout le temps crier, il faut nous payer, il faut avoir des salaires, on va avoir ceci. Donc, monsieur, il faut aussi, Karine Sontia a parlé tout à l'heure des logements. Je peux vous dire que je fais le tour des logements. Je travaille là-dessus. Seuls ceux qui sont dans ces logements, c'est les gens de la DSP, les gens du président de la République. Et ils ne peuvent occuper ces appartements que s'ils sont octroyés par qui de droit et qui vous savez. D'accord, très bien. Donc, dire qu'avoir un individu encore dans cette maison, c'est encore assez limité. Ok, on va rapidement prendre le plateau B avec Consil Lamine une fois de plus pour nous parler de Red Copper et de Super Gants. Consil Lamine, c'est à vous une fois de plus, hein, je préfère vous dire ça comme ça, pour ne pas vous dire bonjour une fois de plus. Bien entendu, bonjour Eric. Voilà, bonjour Eric. Bonjour. Recevez le bonjour d'une téléspectatrice qui nous suit en ce moment depuis la France. C'est Madame Silion qui est connectée du côté bien sûr de la France et qui suit cette émission attentivement parce qu'elle vient de passer les commandes du côté bien sûr du concept Salaka. Alors nous allons tout de suite présenter rapidement les poêles Red Copper. Le temps également de rappeler à tous les téléspectateurs que le stock de ces poêles est en train de s'épuiser. Il faut le rappeler déjà, chers téléspectateurs, le stock est en train de s'épuiser. Donc ne perdez surtout pas le temps. Venez au magasin 1001 tapis et achetez votre poêle Red Copper au prix de 14 000 francs. Je rappelle que cette poêle, elle ne colle pas, elle est durable, elle est solide. Il n'y en a même pas besoin d'utiliser de l'huile pour faire des fritures. Voilà donc la particularité de la poêle Red Copper que vous retrouverez bien entendu à 14 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur de Douala en face du Palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. À côté bien sûr de la poêle Red Copper, vous avez cette gants de cuisine. Ah ben oui, des gants de cuisine qui ne brûlent pas, des gants de cuisine qui sécurisent vos doigts, qui protègent vos doigts. Vous les avez à 5 000 francs. Une paire de gants faite à base de silicone, vous les avez à 5 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Et ceux qui ont besoin de l'ensemble, c'est-à-dire de ces deux articles, notamment la poêle Red Copper et la paire de gants, au lieu de 19 000 francs, vont débourser la somme de 16 500 francs pour l'ensemble des deux articles de cuisine, notamment la poêle Red Copper et la paire de gants. Vous débourserez la somme de 16 500 francs. Un conseil, chers téléspectateurs, acheter un article c'est bien, mais acheter un article de qualité c'est encore mieux. Et aujourd'hui, le magasin 1001 tapis se présente comme l'un des magasins au Cameroun et en Afrique qui ne vend que la qualité et rien que la qualité, mais alors une qualité à petit prix. Et ceux qui sont hors de la ville de Douala, qui sont intéressés par nos articles, pourront tout simplement nous appeler à travers nos numéros de téléphone et passer leur commande et ils seront livrés en moins de 48 heures, quelle que soit la ville dans laquelle vous vous retrouvez au Cameroun. Donc n'hésitez surtout pas, faites confiance à la poêle Red Copper,
Faites confiance aux gants de cuisine Super Gants, vous ne serez pas déçus. 16 500 francs, la poêle et les gants de cuisine. Merci, Constilamine. Vous nous laissez sans voix dans votre communication. Madame, monsieur, c'est ici qu'on va refermer le chapitre de ce matin. Cette émission 10-12 de Zénith de ce mardi 9 avril 2019. Nous vous invitons, nous vous convions à rester sur notre antenne Equinox Télévision, la télévision qui, au-delà de l'image, vous rencontre. Et puis, nous sommes de retour demain lorsqu'il sera 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.